Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment je m'organise pour faire, trier et ranger mes fiches recettes. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner à ma chaîne pour retrouver plein d'autres vidéos. Allez, c'est parti! On a tous des recettes dans nos téléphones portables qu'on a capturées, qu'on a testées et qui s'accumulent dans notre pellicule photo. Et autant vous dire que cuisiner et devoir à chaque fois regarder son téléphone pour avoir la recette, d'une part c'est pas forcément hygiénique et d'autre part je trouve que personnellement c'est pas très pratique. Donc ma solution ça a été de mettre tout sur papier et de plastifier le tout pour éviter que ça ne se salisse. Et une fois que je réalise une recette et qu'elle me convient en termes de résultats, je viens alors faire ma petite fiche recette. Pour la création des fiches, ça se passe sur mon ordi et plus précisément sur Word. Donc je viens créer des carrés de la dimension de mes fiches qui correspondent à la boîte dans laquelle je vais les mettre. Une fois que mes carrés ont été effectués, j'écris en gras le titre de la recette, je mets en dessous la liste des ingrédients et ensuite je détaille la recette juste en dessous. J'essaie au maximum de faire en sorte que la recette puisse tenir au recto de la fiche, donc je vais résumer la recette en mettant les étapes clés. Le plus fastidieux dans cette méthode, c'est vraiment de pouvoir trouver le temps de faire ses fiches et de ne pas laisser les captures d'écran s'accumuler dans son téléphone. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour éviter de perdre du temps à chercher à chaque fois les captures, c'est que vous transférez directement les photos, les captures dans un dossier sur votre ordi et lorsque vous aurez le temps, un moment, vous pouvez par la suite taper les fiches recettes. Une fois que mes recettes sont tapées, je vais venir les imprimer et ce qui est bien avec ce format, c'est que vous avez 4 fiches recettes en une feuille A4. Dès que je les ai imprimées, je viens plastifier la feuille, l'étape vraiment très importante parce que ça va permettre de pouvoir déjà conserver longtemps vos fiches recettes et aussi vu que c'est quelque chose qu'on utilise en cuisine, vous pouvez facilement les nettoyer avec un petit papier imbibé d'eau sans avoir peur que votre fiche ne s'abîme. Je viens ensuite découper chaque fiche en me servant de la délimitation du carré. Une fois mes fiches découpées, je viens les ranger dans une boîte en acrylique que j'ai prise il y a 2 ou 3 ans sur Amazon. Alors je trouve que cette boîte elle est juste géniale parce que elle est en acrylique transparente, donc ça se fond vraiment dans la déco de n'importe quelle cuisine. Le design est assez épuré et surtout à l'intérieur vous avez comme une sorte de répertoire qui est très pratique pour pouvoir classer les recettes. Donc moi par exemple je classe par ordre alphabétique pour facilement pouvoir les retrouver. On passe maintenant à la recette du gâteau au chocolat sans farine et sans lait. Donc c'est un gâteau que j'ai énormément mangé ces derniers mois. Pour tout vous dire, c'est mon mari qui a trouvé cette recette sur internet et il me semble qu'elle vient du compte 750 grammes. En tout cas, c'est ce qui est noté sur le blog où il l'a trouvée. Et il me fallait en fait une recette d'un gâteau sans protéines de lait de vache étant donné que j'allaitais et que j'avais besoin d'être sûre que ma fille n'était pas intolérante aux protéines de lait de vache. Et c'est donc une recette que mon mari connaît sur le bout des doigts à force de me faire le gâteau. Et je lui ai gentiment demandé de me faire le gâteau pour que je puisse filmer et vous montrer cette recette. C'est d'ailleurs un gâteau qui est juste super bon parce que effectivement il n'y a pas de lait et il n'y a pas de farine, mais vraiment au niveau du goût, on remarque pas forcément la différence avec un gâteau lambda. Pour ce gâteau, il vous faudra donc commencer par prendre 200 g de chocolat noir et faire attention bien entendu à vérifier que dans le chocolat noir il n'y ait pas de traces de lait ou autre parce que ce serait dommage si vous êtes allergique aux protéines de lait de vache ou bien intolérant aux protéines de lait de vache. Et il faudra donc faire fondre le chocolat au bain-marie ou alors vous le faites au micro-ondes. Lui c'est ce qu'il a fait, il l'a fait plusieurs fois au micro-ondes pour éviter que le chocolat ne brûle jusqu'à obtenir un chocolat bien lisse. Dans un autre saladier, il vous faudra utiliser 3 œufs et séparer le jaune du blanc. Et je vous l'ai pas dit, mais
Ce qu'il faudra faire avant la recette, c'est de préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Et également, donc mon mari ne l'a pas fait, mais vous pouvez, pour faciliter le démoulage, utiliser de l'huile et huiler votre moule. En ce qui concerne le blanc des œufs, il vous faudra les mettre de côté et les mettre dans un récipient de telle sorte à les monter en neige par la suite. Donc soit vous les mettez directement dans la cuve de votre robot ou comme moi si vous avez un batteur, les mettre dans un récipient pour pouvoir les battre juste après. Cette étape est optionnelle mais vous pouvez ajouter un sachet de sucre vanillé à vos jaunes d'œufs. Si vous ne voulez pas, il faudra tout simplement ajouter du sucre et au niveau de la quantité, il vous faudra ajouter 90 g de sucre. Après, c'est selon votre convenance si vous souhaitez une préparation moins sucrée. Si vous aimez pas forcément beaucoup de sucre, vous pouvez réduire la quantité ou alors l'augmenter. Une fois le sucre ajouté, il vous faudra bien mélanger le tout jusqu'à obtenir la préparation que vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, une fois que le tout a été mélangé, il faudra ajouter du lait de coco. Donc dans la recette, c'est le lait végétal qui a été utilisé. Après, je pense que vous pouvez utiliser d'autres laits, mais honnêtement, je sais pas ce que ça va rendre au niveau du goût. En tout cas, le gâteau, on sent pas forcément la saveur de la coco. Donc je trouve que ça passe vraiment très bien. Au niveau de la quantité, donc c'est la briquette en entière qu'on incorpore, donc c'est 20 centilitres. Il vous faudra ensuite incorporer le chocolat fondu à la préparation qui a été faite juste avant, à savoir les œufs, le sucre et le lait de coco. Et encore une fois, bien mélanger le tout. Une fois la préparation bien mélangée, on ajoute ensuite 40 g de maïzena et également 60 g de poudre d'amande. Au niveau des amandes, moi c'est des amandes de la poudre que j'ai achetée prête du commerce. Vous pouvez très bien prendre des amandes vous-même et les réduire en poudre pour les ajouter à votre préparation. Au moins vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. Et une fois que c'est fait, on vient mélanger le tout énergiquement pour que tout puisse s'incorporer à la préparation et obtenir une pâte homogène. Il vous faudra à ce moment-là utiliser les blancs d'œufs que vous avez mis de côté et venir les monter en neige avec une petite pincée de sel. Une fois que vos blancs d'œufs sont bien montés en neige, bien fermes, vous pourrez ensuite l'ajouter à la préparation délicatement à l'aide d'une spatule pour avoir une préparation vraiment très aérienne. Votre préparation est donc prête, il manque plus qu'à la mettre dans le moule. Donc au niveau du moule que j'utilise, donc c'est un moule qui est un type 4 quarts en fait, un moule rectangulaire. Au niveau des dimensions, je ne saurais pas vous dire quelles sont les dimensions du moule, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un moule qui est assez petit. Il vient donc verser la préparation dans le moule qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas été préalablement huilé. Il vient tasser le tout et ensuite enfourner dans un four qui a été préchauffé à 180 degrés. Et il va laisser cuire donc le gâteau pendant 15 à 20 minutes. C'est vraiment selon la texture que vous voulez obtenir du gâteau. Si vous voulez qu'à l'intérieur il soit pas très ferme, moelleux, un peu coulant, il faudra forcément le laisser moins longtemps au four. Et voici le résultat du gâteau que vous obtenez. Alors c'est pas le gâteau qui est ultra gonflé comme le moelleux au chocolat ou autre, mais franchement c'est un gâteau qui est super bon et ça fait vraiment l'affaire lorsqu'on est contraint de ne pas prendre de lait ou alors de farine. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura donné des idées pour l'organisation de vos recettes ainsi que pour la réalisation du gâteau. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.